Salut l'équipe, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du gaslighting. Le terme gaslighting est issu de la pièce de théâtre intitulée Gaslight par l'auteur anglais Patrick Hamilton, écrite en 1938. L'intrigue est la suivante. Bella Manningham égare sans cesse des objets, entend des pas là où il n'y a personne et s'imagine que les lampes à gaz de la maison clignotent le soir. À en croire son mari, cette tendance à l'hallucination lui viendrait de sa mère. Mais l'essence de Bella ne la trompe jamais. En réalité, son mari joue un jeu malsain avec elle depuis le début. À chaque fois que la nuit tombe, le mari de Bella monte dans le grenier pour aller farfouiller dans les bijoux de la locataire précédente qu'il a assassinée. Dès qu'il allume les lampes à gaz à l'étage supérieur, la lumière vacille dans le reste de la maison. Pour éviter que Bella ne le démasque, il l'isole du monde extérieur et la persuade qu'elle perd la raison. Donc voilà dans les grandes lignes bien sûr l'intrigue de la pièce de théâtre. Nous avons tous entendu parler du terme gaslighting, que ce soit dans un livre, sur le réseau ou même dans une vidéo YouTube. Mais de quoi s'agit-il exactement? En s'inspirant de la pièce de Hamilton, des psychologues ont baptisé ainsi, dès les années 80, la déformation malveillante des faits par une personne et l'illusion par celle qui en est victime d'une fausse réalité. L'objectif, pour le gaslighter, est de rendre ses proies dociles en les déstabilisant et en semant le doute quant à leur propre capacité de perception, de mémoire et de jugement. Les victimes, petit à petit, ont le sentiment de ne plus être fiables et deviennent ainsi dépendantes et contrôlables par le manipulateur. Souvent, comme c'est le cas de Bella dans la pièce de théâtre de Hamilton, les cibles du gaslighter sont des femmes vivant en couple. Certains pensent que les stéréotypes misogynes jouent un rôle là-dedans, étant donné que les auteurs de ces manipulations arrivent à soumettre leur partenaire en qualifiant ses réactions et ses points de vue d'hypersensibles, voire d'hystériques. C'est depuis les années 1988 que le gaslighting est étudié en tant que phénomène scientifique. Deux thérapeutes et psychologues américains, Gertrude Zemangas et William Nichols, décrivent alors dans un article un modèle de relation qu'ils ont souvent observé au sein des couples. Soit des maris trompant leurs femmes et tentant d'égarer leurs soupçons en les qualifiant d'imaginaires. Par exemple, si une femme cherche à joindre son mari par téléphone dans leur maison de vacances et tombe sur une autre femme, le mari affirme plus tard qu'il était réellement seul et que son épouse était sans doute simplement trompée de numéro. Si une autre entend par hasard son mari flirter avec une collègue, ce dernier lui reproche de confondre fantasme et réalité. Selon Zemangas et Nichols, de tels mensonges d'abord inoffensifs et destinés pour le mari, à sauver sa propre peau risquent plus tard d'avoir de graves conséquences sur le long terme, par exemple lorsque la victime se figure qu'elle perd la raison. C'est le psychothérapeute américain Robin Stern qui montre les grands dangers du gaslighting. Celui-ci nous dit que le cocktail tromperie continue et pression psychologique plonge les femmes dans leur dépendance. C'est dans son bouquin L'effet gaslight que celui-ci en dénonce les conséquences. La psychologue Nora Rebecca partage le même avis que Robin Stern. En effet, celle-ci nous dit que les conséquences comportementales sont souvent le retrait social, l'isolement et une spirale vers un lien de plus en plus étroit avec l'agresseur. Sur le plan émotionnel, l'insécurité et l'humiliation répétée peuvent conduire à une dépression ou à une phobie sociale. Le problème, c'est que ce type de manipulation n'est pas seulement présent au sein des couples, mais peut également toucher le cercle familial. Nora Rebecca nous dit d'ailleurs que contrairement à d'autres formes d'exercice du pouvoir, la relation de confiance est la condition préalable au gaslighting. On est justement manipulé par la personne qui nous est la plus proche. Cette alliance est importante pour les gaslighters car il s'agit souvent d'écarter la victime d'autres influences sociales et de renforcer son lien de dépendance. Mais qui sont ces manipulateurs au final? Eh bien ce sont des personnes ayant des traits de caractère narcissiques et antisociaux souvent marqués, jusqu'à constituer pour les psychologues des troubles de la personnalité. Mais les manipulateurs ne sont pas toujours conscients des motifs de leurs actes. Nora Rebecca nous dit qu'il arrive qu'une personne réagisse face à son propre sentiment d'infériorité et d'impuissance en la transférant, même involontairement et inconsciemment, vers son ou sa partenaire. Cela stabilise sa propre estime de soi, mais souvent en essayant constamment d'être puissant et dominant, le manipulateur finit par dépendre lui-même de la présence de sa victime. Donc maintenant nous venons de voir qu'est-ce que le gaslighting, qui sont les gaslighters, et qui sont les principales victimes du gaslighting. Mais comment démasquer le gaslighter? Eh bien lorsqu'une personne affirme vous aimer tout en sapant systématiquement votre confiance en vous, il peut s'agir d'une forme d'abus psychologique. Beaucoup de personnes concernées se doutent que quelque chose ne va pas, mais ne peuvent pas le nommer correctement. Les signaux d'alarme typiques sont les suivants. Ces signaux d'alarme nous sont livrés par Corinna Hartmann et Anna Witt. Un des premiers signaux d'alarme est lorsque la personne vous dit « tu te fais des idées, cela n'est jamais arrivé » ou encore « tu exagères ». Alors petit à petit, vous commencez à douter de plus en plus de vous-même. Vous vous demandez souvent « est-ce que vous êtes trop sensible ?» Vous vous excusez régulièrement. Vous justifiez le comportement de la personne auprès de vous-même, d'elle-même et même des autres. Vous avez l'impression de tout faire de travers. Vous avez du mal à prendre des décisions. Et enfin, vous n'avez plus confiance en vous. Corinna Hartmann dit alors que si vous reconnaissez ces signaux, contactez des personnes proches et demandez-leur d'évaluer la situation. Vérifiez dans quelle mesure vous pourriez vous-même contribuer à entretenir ce modèle de relation qui consiste à transfigurer l'autre et à se faire soi-même tout petit.
Et surtout, arrêtez de vous engager dans des conversations que vous percevez comme manipulatrices. Si nécessaire, faites appel au soutien d'un professionnel. Parlons maintenant de l'empathie. Pour Rainer Sachs, l'empathie est un élément déterminant de la manipulation. Celui-ci nous dit que pour bien manipuler les autres, il faut connaître leurs besoins, leurs sensibilités et leurs faiblesses. Donc d'une certaine façon, on éprouve une forme bien particulière d'empathie envers notre interlocuteur. Même si des manipulateurs très doués sont capables de désactiver leur empathie pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Romain Memfer a examiné, à l'aide des techniques d'imagerie, plusieurs profils cérébraux de délinquants psychopathes. Les psychopathes sont considérés comme particulièrement manipulateurs. Pendant l'examen, des participants visionnaient de courts films dans lesquels un individu était soit caressé, soit frappé. L'analyse a certes montré que des régions du cerveau, comme le cortex singulaire intérieur et le cortex insulaire, associés à l'empathie, étaient moins activés chez les délinquants psychopathes que chez les sujets de contrôle, mais surtout que ces différences s'estompaient significativement quand les chercheurs demandaient aux délinquants de ressentir consciemment de l'empathie pour le personnage du film pendant le visionnage. Qui sont les victimes? On vient de le voir, les psychopathes parviennent manifestement à se mettre à la place des autres, si nécessaire, et à utiliser cette aptitude pour mettre en place du gaslighting, mais également pour repérer les fragilités de leurs victimes et mieux les harceler, ou faire pression sur elles, ce qui est encore une autre façon de les manipuler. Sauf qu'à l'inverse, il s'avère presque impossible d'identifier les victimes potentielles de tentatives de manipulation. Nora Rebecca nous dit que les personnes qui se libèrent d'une relation marquée par la violence psychologique et la manipulation rapportent souvent qu'elles ne savaient pas elles-mêmes qui elles étaient, et elles s'en veulent. Souvent, les manipulateurs attirent justement les personnes qui manquent de confiance en elles. La personne insécurisée envie la confiance du partenaire dominant, ce qui lui évite peut-être en échange d'avoir à se confronter à sa propre quête d'autonomie. D'autres fois, les victimes pensent pouvoir changer leur partenaire, le sauver de ses travers. Quoi qu'il en soit, il est conseillé aux victimes d'abus psychologiques de ne pas s'isoler, de rechercher activement des contacts sociaux avec des amis ou des proches et, dans le cas les plus graves, de mettre fin à la relation. Sauf qu'aujourd'hui, le fameux terme de gaslighting, c'est beaucoup plus élargi, jusqu'à toucher différents facteurs dans notre société. Aujourd'hui, le terme gaslighting est souvent utilisé, au même titre que traumatisme, pour dénoncer des dysfonctionnements sociaux comme l'injustice et l'oppression. On déplore par exemple le gaslighting raciste lorsqu'une personne minimise la colère ou l'irritation de personnes qui subissent le racisme. Ce sont les politologues Angélique Davis et Rose Ernst qui ont appuyé leur attention sur ce problème. Les deux politologues nous disent que le gaslighting raciste peut par exemple s'exprimer quand la main d'un étranger passe dans les cheveux d'une personne noire. Ce geste est censé être bienveillant et la victime n'aurait pas besoin de s'en offusquer. De la même manière, certains patients parlent depuis peu de gaslighting médical, lorsque les médecins ne prennent pas leurs plaintes au sérieux ou expliquent que leurs douleurs ou leurs problèmes sont imaginaires. Enfin, le gaslighting financier est quant à lui à l'œuvre lorsqu'une personne extorque de l'argent à une autre ou lui ment pour la forcer à investir dans un projet qui l'avantage. Le succès de ce terme s'explique peut-être par le fait que tout le monde a déjà eu l'impression d'être induit en erreur ou influencé, voire pris pour cible et manipulé. L'étiquette gaslighting aide à mettre au jour ces tentatives et à mettre son auteur face à ses responsabilités. De même que tout mensonge n'est pas une violence psychologique, toute tentative de persuasion ne relève pas du gaslighting, ou du moins pas au sens strict du terme. Une telle extension des termes à connotation négative comporte le risque que des phénomènes assez courants soient tout à coup inclus et considérés comme répréhensibles, nous dit Corinna Hartmann. La frontière entre l'influence habile et la manipulation déloyale est très floue. Comme le montrent de nombreuses études, les êtres humains sont souvent particulièrement malléables, manipulables. En réalité, les jugements et les décisions individuelles sont souvent fortement influencés par le milieu extérieur. Pour s'en convaincre, il suffit d'écouter la publicité, nous souffler des messages séduisants à l'oreille ou les politiques nous inciter à certains comportements sans que personne n'y trouve à redire. Corinna Hartmann prend l'exemple des cantines. Par exemple, là-bas, les légumes sont placés en évidence et les aliments gras ont été rendus difficiles d'accès, bien évidemment dans l'optique de préserver notre santé. Quand certains y voient un acte de bienveillance pure, d'autres en doutent. Généralement, nous nous montrons plus indulgents envers des actes ou messages dont nous partageons les valeurs, en matière de protection de la planète par exemple, ou de justice sociale. Le même stratagème, utilisé à des fins publicitaires, nous semblerait en revanche parfaitement condamnable. Donc les mots influencent également notre jugement. La théorie du cadrage ou du framing consiste à transmettre une vision particulière de la réalité sous couvert de mots sagement choisis. Par exemple, là où les opposants à l'avortement aux États-Unis parlent de ces bébés de petits êtres humains avec des mains, des pieds et un visage, les défenseurs du droit à l'avortement préfèrent utiliser le terme d'embryon qui évoque l'image d'un amas de cellules inachevées. De nombreux managers également utilisent le principe du cadrage, en disant par exemple à leurs collègues « Tu sais si bien formuler les choses, tu ne veux pas t'occuper du rapport final ?» D'une façon ou d'une autre, nous ne cessons de nous manipuler les uns et les autres, comme l'explique le psychologue allemand Rainer Schaas. Mais cette capacité est au fond une compétence sociale. Nous incitons nos semblables à faire des choses qu'ils ne feraient pas autrement. Alors à partir de quel moment cette incitation se transforme-t-elle en prise de contrôle? Schaas répond à cette question en disant que le manipulateur malveillant n'accepte pas le refus. Hartmann ajoute que si l'autre ne joue pas le jeu, il réagit souvent par de la colère et des reproches.
Et c'est là que la situation devient délicate selon lui. Lorsque la relation devient un sens unique, qu'il n'y a plus de réciprocité dans les tentatives d'infléchir le comportement de l'autre. Et c'est pour préserver cette réciprocité qu'il est souvent utile d'observer au quotidien les leviers que les autres actionnent en nous. Après, bien sûr, certaines personnes ne cèdent pas du tout aux tentatives de chantage, mais elles sont très vulnérables à la flatterie. Et dans tous les cas, lorsqu'on pense être manipulé de manière injuste, il ne faut pas hésiter à en parler ouvertement. Parce qu'il faut savoir que rien que cette mise à plat suffit souvent à couper l'herbe sous le pied des manipulateurs. Toutefois, quand on s'est laissé embarquer plus loin dans un tel schéma relationnel toxique, il faut recourir à l'aide d'un professionnel. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci pour votre écoute et à très bientôt.